Dimitri Carbonel, ça va beaucoup, nous dit-on, et Benjamin Morel l'a évoqué, par les climats. Sur ce thème, l'exécutif joue gros, à votre sens ? Oui, parce que soit il peut se passer deux choses. Première chose, donc Valérie Masson-Delmotte, effectivement, ça a plutôt sensibilisation plutôt que formation. Hein. Il faut un peu plus de temps pour être formé. Climatologue. Hein. Et climatologue, membre du GIEC. Donc très reconnu à ce sujet. Et puis, grosso modo, on lui dit merci, à l'année prochaine. Deuxième possibilité, c'est que c'est vraiment intégré dans un cadre qui est beaucoup plus important, un projet, d'où d'ailleurs l'importance de faire ça dans un séminaire, où chaque ministère prend en charge ça en se disant, OK, quelle est la feuille de route qu'on veut avoir ? Comment on va mettre en place les actions ? D'ailleurs, je pense que ce que vous avez fait là, le manifeste, le tournant que Radio France a réalisé, je pense que ça pourrait très fortement les inspirer. Hein. Et je vais prendre un exemple tout simple. Dans le domaine des transports, Clément Beaune peut très bien se dire, je sais que le carburant va très fortement augmenter. Hein. Eh bien, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Est-ce que je vais mettre, par exemple, en place plus de transports collectifs ? Est-ce que je mets en place plus de pistes cyclables et de boxes sécurisées ? Plus, de covoiturage mutualisé ? Hein. Et de mettre, et bien sûr, effectivement, de communiquer ça avec les autres ministres, parce qu'il y a un dernier point aussi qui est essentiel, c'est de se dire que 2022 est sans doute la meilleure année, ou parmi les meilleures années des 10 prochaines années, et encore des 20 prochaines années, etc. Donc ça veut dire que ça ne il faut le bon côté des choses. Non, mais ce qui veut dire une chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a presque une chance, c'est qu'on peut se préparer. Et si on ne se prépare pas, si on n'anticipe pas, eh bien, ça va être nettement plus compliqué. Toutes les histoires de rationnement ou les autres choses comme ça vont être nettement plus difficiles plus tard. Ils en ont besoin, Dimitri Carbonel, de cette... on parle de formation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Je pense qu'ils ont déjà d'être au moins mis à niveau et effectivement bien comprendre l'urgence. Et encore une fois, c'est de se dire... Encore une fois, avec des faits. Avec des faits, mais aussi pour se dire, OK, maintenant, quelles sont les répercussions, effectivement, dans mon domaine ? Comment ça va être ? En fait, c'est très facile de savoir ce qui va se passer dans 2, 5, 10 ans. C'est juste qu'il y a un certain nombre plus d'inondations, de sécheresse, il y a un certain nombre de ressources qui vont manquer. OK. Qu'est-ce qu'on fait ? On sait que ça arrive. Le gaz russe, effectivement, on n'en a plus. On prend du gaz de schiste aux États-Unis, c'est pas ce qui est le plus écologique. Mais comment est-ce qu'on réduit les énergies fossiles et quels sont les impacts en termes dans le meilleur transport, agriculture, etc. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en branle. Et c'est pour ça que c'est important, effectivement, de le faire aujourd'hui. Mais ce qui va être essentiel, c'est au-delà des paroles. Quels sont les actes qui vont être accomplis et de manière forte ? Dimitri Carbonel, l'oreille du gouvernement pour les scientifiques, c'est nécessaire encore. On sait qu'il y a eu quelques débats pendant la crise sanitaire, que peut-être le gouvernement avait trop écouté les scientifiques ou pas assez. On sait même que le Conseil scientifique, d'ailleurs, a dit que peut-être il n'aurait pas pris les mêmes décisions a posteriori. Alors, on n'est quand même pas du tout dans la même situation, parce que d'un côté... on fait confiance aux scientifiques, c'est... Alors, il y a une différence, parce que la pandémie, ou le Covid-19, c'était quelque chose de complètement nouveau. Le réchauffement climatique, on en parle largement depuis plus des années 70 et même encore avant avec les gaz à effet de serre. Donc là-dessus, il n'y a aucune discussion possible. On n'est pas du tout dans la même histoire. Ça, c'est une première chose. Donc, encore une fois, je pense que ça légitime le discours, mais encore une fois, cette étape-là, ça rassure. Deuxième étape, c'est effectivement l'action. Il y a un autre point, là pour le coup, peut-être les scientifiques aussi ont un rôle de pédagogie à réaliser, mais il y a un point sur tout ce qui est social. Parce que c'est une chose de mettre en place des mesures écologiques. Après, il faut à la fois des mesures qui soient écologiques, mais qui préservent aussi le niveau de vie. Parce que sinon, aujourd'hui, le gouvernement se trouve dans une situation, il est en train de faire un marathon dans un champ de mines. Sur le plan social, j'entends. Et donc, tout le point, c'est un chemin de crête qui est assez compliqué à faire. C'est aussi de la concertation avec les citoyens, les élus, les scientifiques, les organisations, pour trouver éviter justement, entre guillemets, les bombes sociales, entre guillemets, pour tracer et éviter que ça explose. On menace les entreprises, notamment. Elles pourront suivre les entreprises ça signifie que les entreprises... Lorsque leur demande le gouvernement, en tout cas. Alors, je pense que déjà, les entreprises doivent partir du principe que, en particulier celles qui utilisent du gaz ou qui sont sensibles au prix du gaz, à se dire, très bien, comment est-ce que je peux avoir toujours un modèle économique qui est pérenne ? L'objectif, c'est pas de faire le maximum d'argent, c'est simplement être pérenne dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et après, avec soit un gaz qui est beaucoup plus cher, ou, c'est encore mieux, d'avoir soit des équipements électriques, ou alors des solutions qui n'utilisent pas peut-être d'électricité ou d'autres choses. Il y a un autre point, c'est que là, on parle de fin 2022, mais fin 2023, il n'est pas du tout sûr qu'on ait du gaz, parce qu'on a rempli aujourd'hui nos stocks, grâce au gaz notamment russe en particulier. Il ne sera peut-être pas du tout la même histoire en 2023. Et donc, le fait de dire aussi aux personnes, rassurez-vous, pour les particuliers, il n'y a aucun risque, je pense que ce n'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Peut-être qu'il faudrait dire, au contraire, il y a potentiellement une coupure, ou
peut-être pas une coupure en 2022, mais en 2023, il va y avoir. Donc préparez-vous à changer vos chaudières, on va vous aider pour le faire. Et c'est cette démarche-là aussi qu'il faut engager. On en parlait, la dépendance de la France au gaz russe, finalement, elle est moins importante que de nombreux pays européens, mais c'est vrai qu'on se tourne évidemment vers les pays producteurs, on pense à l'Algérie ou à la Norvège. Est-ce qu'ils vont pouvoir augmenter leurs exportations ? Alors, et puis il y a aussi le gaz de schiste américain qui, pour le coup, n'est vraiment pas du tout écologique, loin de là. Ce qui se passe, alors effectivement, à court terme, on peut le faire. Ça a des répercussions, encore une fois, en termes d'émissions de CO2, donc ce qui est négatif. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus se mettre en marche, que ça soit en termes d'individuels, mais aussi beaucoup les entreprises et l'État, se dire, OK, maintenant, on doit réduire effectivement de 10% d'ici 2024 notre consommation d'énergie. Ça veut dire aussi certainement moins consommer ou avoir changé nos modèles économiques pour les entreprises pour, plutôt que de vendre des produits, peut-être les louer ou peut-être faire de la seconde main qui consomment moins d'énergie. Parce que si on ne change pas nos modèles, on va se retrouver dans des situations qui sont de pire en pire. Alors, il y a le gaz de schiste et puis, il y a le gaz naturel liquéfié aussi qui vient des États-Unis ou du Qatar. Ça peut être des alternatives, mais là encore, c'est pas du tout écologique. Ah non, et c'est plus cher. Ah non, et en plus, ce qui se passe, c'est que le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, émet beaucoup plus de CO2 parce qu'il faut le comprimer, il faut le transporter. Donc, c'est encore pire sur le plan écologique, j'entends, que le gaz russe ou d'ailleurs ou de Norvège. Et puis, faut avoir les capacités de le gazéifier une fois qu'il arrive. Une fois qu'il est arrivé en France, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, effectivement, en France, on est plutôt bien pourvu. En Allemagne, ils ne sont pas du tout. C'est pour ça qu'ils, d'ailleurs, ils ont voulu avoir un pipeline entre l'Espagne, notamment, le Portugal, l'Espagne, et puis jusqu'à l'Allemagne en passant par la France. Effectivement, de mon côté, je pense que c'est, entre guillemets, absurde, même s'il y a des raisons géopolitiques derrière, il ne faut pas se leurrer. Parce qu'évidemment, lorsqu'on donne plus de capacité, à ce moment-là, on augmente la consommation et, grosso modo, on retarde le problème ou on amplifie le problème.